Première chose, là j'ai reçu cette semaine une lettre d'une auditrice, une lettre fort intéressante à propos de la parésia et des significations différentes et nouvelles que prend le mot de parésia dans la littérature chrétienne. Et cette auditrice envoie un certain nombre de références fort intéressantes dans Cassien, dans Jean Climac, dans les apophthegmes, les pères, etc. Alors, comme une discrétion ne me dit son nom ni son adresse, je ne peux pas répondre. En tout cas, je lui dis qu'en effet, elle a tout à fait raison, ces références sont intéressantes. C'est justement ce vers quoi je voudrais aller, si j'en ai le temps, cette fois-ci, cette année. C'est de vous montrer comment, à travers l'évolution même du terme de parésia dans l'Antiquité gréco-romaine, on est arrivé dans le christianisme à une sorte de dislocation des sens du mot parésia qu'on va trouver dans la littérature chrétienne, soit avec le sens, si vous voulez, traditionnel que j'ai évoqué, et qu'on trouve par exemple dans Grégoire de Nazianze lorsqu'il fait l'éloge de Maxime et qu'il le présente comme un cynique doté de la parésia. Là, le mot est employé dans son sens tout à fait traditionnel. Et puis, toute une série d'autres significations, positives ou négatives, sont apportées au mot de parésia. Bon, c'est ce que je voudrais essayer d'étudier un peu plus tard. Voilà la brève réponse à cette lettre, réponse simplement en forme de promesse dont je ne suis même pas sûr que je serai capable de la tenir. Deuxièmement, toujours à propos du cynisme. J'ai finalement trouvé un livre, je ne veux pas dire le livre, mais un livre sur le cynisme qui est sans doute, qui est certainement beaucoup plus intéressant, en tout cas beaucoup plus documenté que ceux que j'avais évoqués la dernière fois. C'est encore une fois un livre allemand, puisque très manifestement le problème à la fois historique et philosophique du cynisme a beaucoup préoccupé les Allemands au moins depuis la fin de la Seconde Guerre. Alors ce livre, il se trouve à la Bibliothèque nationale. Il est écrit par quelqu'un qui s'appelle Heinrich Niehus Probsting, N-I-E-H-U-E-S P-R-O-B-S-T-I-N-G, et ça s'appelle Der Kynismus des Diogenes, le cynisme de Diogène, und der Begriff des Zynismus. Vous voyez les deux orthographes du mot cynisme, le cynisme antique kunismus et la notion générale de zynismus. C'est un livre qui est apparu en 1979 et là je vous le recommande. Vous avez à la fois une analyse fort intéressante du cynisme antique et puis une histoire du concept de cynisme très différente d'ailleurs dans ces références de la très vague esquisse que je vous avais fait la fois dernière, parce que vous vous souvenez, j'avais essayé de repérer au moins quelques-uns des véhicules du cynisme, de la vie cynique, de l'attitude cynique dans la culture occidentale, soit à l'intérieur des institutions chrétiennes, soit dans la vie politique, soit dans la pratique artistique. Là, au contraire, dans ce livre de Probsting, vous allez trouver toute une série de références intéressantes, alors à la, à la réflexion théorique sur le cynisme, beaucoup de références à l'histoire même, à la façon même dont dans l'histoire de la philosophie on a représenté le cynisme depuis le XVIe siècle jusqu'à maintenant, et puis des références intéressantes des auteurs qui, plus ou moins directement, se sont référés au cynisme, pas d'une façon très explicite comme Wieland, comme Friedrich Schlegel, référence aussi à Nietzsche, bonnes indications sur la manière dont le cynisme de Nietzsche a été perçu, réfléchi, critiqué à son époque même ou tout de suite après, en particulier par quelqu'un qui s'appelait Ludwig Stein et qui a écrit sur la Weltanschauung de Nietzsche et sur ses dangers en 1893, un livre où il repère, désigne, dénonce le cynisme de Nietzsche, etc.
Bon, enfin, vous trouverez tout cela là-dedans. Il m'a semblé, car je n'ai pas lu le livre absolument entièrement, je ne peux pas vous jurer que je ne fais pas une erreur, en vous disant qu'à ma connaissance, enfin, je n'ai pas vu dans le livre quoi que ce soit concernant le nouveau Rameau, qui est tout de même dans l'histoire, je pense, de la réflexion sur le cynisme en Occident, un moment, un point tournant intéressant. Ni sur le nouveau Rameau, ni sur Sade non plus. Bon, enfin voilà. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au cynisme, j'ajoute, là, pardonnez-moi l'erreur, bien sûr, que je ne vous ai pas parlé du livre de Glucksmann qui s'appelle « Cynisme et passion », où il s'agit bien, en effet, d'une réflexion sur la possibilité, et les significations et valeurs que pourrait avoir le cynisme à l'heure actuelle. Bien, alors maintenant, revenons, si vous voulez, tout humblement, modestement à l'histoire du cynisme dans l'Antiquité, que je voudrais consacrer les 2 heures de cette séance. Peut-être un peu, si je n'ai pas le temps de finir, on continuera la prochaine fois. Enfin, je dois bien essayer de finir tout dans le mètre. Bon, d'abord, signaler quelques problèmes à propos du cynisme qui font à la fois sa singularité parmi les autres formes de réflexion et de pratique philosophique dans l'Antiquité, et qui font aussi la difficulté qu'il y a à analyser le cynisme. Pour dire des choses très, très élémentaires, très schématiques, la première difficulté, premier problème, première singularité aussi à propos de ce cynisme, c'est la variété des attitudes et des conduites qui, à l'époque même, ont été désignés, reconnus comme le cynisme, comme relevant du cynisme. Bien sûr, il y a toujours un noyau central, ou du moins une sorte de stéréotype qui, aux yeux de tous, est régulièrement estampillé comme cynisme. Le cynisme, le blason du cynisme, eh bien, c'est, vous le savez, on en a parlé déjà, l'homme au manteau court, à la barbe hirsute, aux pieds nus et sales, avec la besace, le bâton, et puis qui est là, au coin des rues, sur les places publiques, à la porte des temples, en train d'interpeller les gens pour leur dire leurs 4 vérités. Bon. Mais au-delà de ce stéréotype, ou à côté de ce stéréotype, de part et d'autre de ce personnage familier qui est signalé déjà dès le IVe siècle et qu'on retrouvera en face de Julien au IIIe siècle, à côté de ce stéréotype, de part et d'autre de ce personnage, eh bien, il y a bien d'autres formes de vie qui, à l'époque, se sont présentées elles-mêmes, ont été perçues, ont été caractérisées, ont été valorisées et dévalorisées comme formes de vie cyniques. J'en prendrai 2 exemples extrêmes, ou en tout cas extrêmement différents. Vous avez un personnage qui a été fort important dans l'histoire du cynisme, dans les rapports entre la pensée cynique, ou entre la vie cynique et la pensée stoïcienne, qui était très important pour Sénèque en particulier, c'est le fameux Démétrius. Démétrius que Sénèque cite souvent, toujours avec énormément d'éloges, en l'appelant notre Démétrius et en disant qu'il est une des figures les plus remarquables de la philosophie de son temps, sinon de la philosophie de tous les temps. Et ce Démétrius, tel qu'on peut le voir apparaître à travers les textes de Sénèque, c'est évidemment quelqu'un qui menait une vie certainement dépouillée, pauvre, puisque dans une de ses lettres, dans la lettre 62 au paragraphe 3, Sénèque dit de lui qu'il préfère le fréquenter, lui, Démétrius, plutôt que les gens vêtus de pourpre, et il oppose aux gens vêtus de pourpre Démétrius semi-nudus, demi-nu. C'est ce même Démétrius dont Sénèque, dans le De Beneficiis, au livre 7, paragraphe 11, raconte qu'il avait refusé nettement, violemment, une somme d'argent importante que l'empereur, en l'occurrence c'était Caligula, lui avait offerte, et Démétrius aurait accompagné ce refus de la somme d'argent offerte par Caligula, accompagné d'un commentaire
Démétrius aurait dit ceci, qui sonne tout à fait cynique: s'il avait voulu me tenter, il aurait fallu qu'il y mette tout l'Empire. Voulant dire par là, non pas bien sûr que si on lui avait offert tout l'Empire, il aurait accepté et il aurait cédé à la tentation, mais voulant dire que la tentation étant une épreuve d'endurance par laquelle on se renforce soi-même et par lequel on assure en face du monde sa propre souveraineté, eh bien, s'il avait fallu faire une épreuve vraiment sérieuse, et qui pour lui aurait pu lui permettre de se perfectionner, de se renforcer, de majorer son endurance, eh bien, ce n'était pas évidemment une somme d'argent qu'il fallait lui donner, c'était au moins tout l'Empire, et c'est devant cette offre qu'il aurait dû à résister, et c'est devant cette offre que sa victoire aurait eu valeur et sens. Bon, on a là, si vous voulez, donc, dans ce personnage Sénudus qui refuse toutes les propositions qu'on peut lui faire et qui assortit son refus de paroles fermes et insolentes qui se réfèrent à le caractère d'épreuve qu'il donne à toute sa vie. Bon, on a là un personnage qui est en effet tout à fait cynique, enfin qui correspond au moins à quelques-uns des traits fondamentaux de l'existence cynique. Mais ce même Démétrius, il ne faut pas oublier que Sénèque le présente aussi comme un homme de culture, très loin à coup sûr de tous ces prédicateurs de rue auxquels on a souvent réduit l'image des cyniques. Dans le De Beneficiis, encore, toujours au livre 7, paragraphe 8, Sénèque parle de l'éloquence de Démétrius, il décrit la manière dont Démétrius parle, et il le présente ainsi: c'est un homme, dit-il, d'une sagesse achevée, ayant l'éloquence qui convient aux sujets importants, et qui parle sans après, sans solliciter les mots, sans en les rechercher. Son éloquence poursuit son objet propre avec une grande force d'esprit, et elle va là où le porte son mouvement, son impetus. Définition de l'éloquence sobre, de l'éloquence efficace, de l'éloquence, si vous voulez, jusqu'à un certain point cynique dans la mesure où elle est dépouillée de tous les ornements, mais il est clair que cette forme d'éloquence que décrit ici Sénèque n'a rien à voir avec les criailleries, les insolences, les injures que les prédicateurs de rue pouvaient lancer à la foule. D'ailleurs, la vie même de Démétrius n'avait rien à voir avec cette vie d'agitateur populaire. C'est un homme qui était lié à l'aristocratie romaine. Il avait été le conseiller de tout un groupe dans lequel on trouve Thrasea Paetus, dans lequel on trouve Helvidius Priscus. Et lorsque Thrasea Paetus est condamné à mort, ou forcé en tout cas à se suicider par l'empereur, eh bien, Démétrius se trouve exilé en même temps qu'un certain nombre, plusieurs membres de ce même groupe, comme Helvidius Priscus, et il ne pourra revenir que lorsque Vespasien prend le pouvoir en 69. Mais là encore, il fait à nouveau partie d'un groupe d'opposition qui semble être surtout organisé autour de ceux qui refusaient le principe d'un empire héréditaire. Enfin bref, le voilà à nouveau dans le groupe d'Helvidius Priscus, et il est expulsé une seconde fois avec les autres philosophes dans les années 71-75. Bon. On a là, si vous voulez, le type même d'un philosophe, non pas de cour, mais d'un philosophe conseiller d'âme et conseiller politique de groupe aristocratique, rien à voir avec l'orateur des rues. À l'autre extrémité, le cynisme apparaît peut-être symbolisé par un personnage comme Peregrinus, dont on a parlé, je crois, la dernière fois, vous vous souvenez. Alors lui, qui est tout au contraire un vagabond ostentatoire, qui a sans doute été lié au mouvement populaire et anti-romain d'Alexandrie, qui, à Rome, adressant son enseignement aux idiotailles, à ceux qui n'ont pas de culture ni de statut social ni politique, eh bien, de Rome, il se trouve expulsé. Ensuite, il est vraisemblablement devenu chrétien, si on en croit Lucien,
Et c'est ce Pellegrinus qui, avant de mourir dans les conditions qu'on va voir tout à l'heure, envoie à différentes villes son testament, ses conseils et des lois. Il a joué, dit Lucien, où il a voulu jouer. Dit Lucien, dans le portrait très, très critique qu'il fait de Pellegrinus, il a voulu jouer le rôle de prophète, de chef de Thiaz, et il a été considéré par les gens comme un pontife, un législateur et même un dieu. Et rien ne symbolise mieux sans doute l'opposition entre ces deux personnages, ce Pellegrinus qui parcourt le monde méditerranéen et se frotte aux différents mouvements populaires et religieux, et puis au contraire ce Démétrius si bien localisé dans l'aristocratie romaine. Rien ne symbolise mieux leur opposition que leur rapport à la mort et au suicide. On ne sait pas comment Démétrius est mort, mais on sait, puisque Tacite le raconte, on sait que Démétrius a été le conseiller de suicide de Thrasea Paetus. Et lorsque Thrasea Paetus a été obligé de se suicider sur ordre de l'empereur, eh bien Démétrius est la seule personne qui ait eu accès à celui qui allait mourir. Thrasea Paetus s'est enfermé avec lui et il a eu Thrasea Paetus et Démétrius ont eu, sur un mode tout à fait socratique, un entretien sur l'immortalité de l'âme. Suicide typiquement gréco-romain, dans la grande tradition de la culture ancienne, très nettement philosophique et en même temps tout à fait conforme à une pratique qu'on rencontrait à ce moment-là à Rome et dans l'aristocratie romaine. Et en face de cela, on a le suicide de Pellegrinus, car Pellegrinus s'est tué, mais il s'est tué d'une façon tout à fait différente. Il s'est tué en se faisant brûler vif, près d'Olympie, après avoir mené, si on en croit Lucien, encore une fois, qui fait un portrait très critique, après avoir organisé ce suicide, après avoir appelé les gens autour de lui, et en avoir fait une sorte de grande fête populaire. Bon. Donc, vous voyez, je crois qu'il y a toute une famille d'attitudes très différentes les unes des autres qui sont rassemblées sous cette même caractérisation de cynisme et qui recouvrent un éventail extrêmement large, aussi bien à l'égard des règles sociales que de la vie politique, que des traditions religieuses. Le cynisme, au fond, présente des schémas d'attitude qui sont assez différents et qui rendent un peu difficile de définir ce que serait l'attitude cynique ou ce que serait une attitude cynique par excellence. Bon. Voilà la première difficulté, le premier brouillage qu'on rencontre quand on veut étudier le cynisme. La deuxième raison qui rend assez difficile l'analyse du cynisme, c'est, et c'est plus intéressant si vous voulez pour avancer un peu dans l'étude même de ce qu'a été le cynisme, c'est l'ambiguïté d'attitude qui s'est exprimée au sujet du cynisme. Et surtout l'ambiguïté de cette attitude pendant la période de son plus grand développement, c'est-à-dire depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle, jusqu'à Juillet. Pendant toute cette longue période, 4 siècles à peu près, on trouve en effet deux choses qui caractérisent l'attitude à l'égard du cynisme. Premièrement, bien sûr, de très nombreuses, très violentes dénonciations du cynisme. Quelle qu'ait été l'ardeur des philosophes anciens à se disputer entre eux, quelle qu'ait été la sévérité qu'on a pu opposer à certaines écoles philosophiques, comme par exemple aux épicuriens, je crois qu'aucune des critiques, aucun des portraits de philosophes n'atteint en violence ceux qui ont été des portraits qui ont été donnés, qui ont été présentés du cynisme. Au cynisme, eh bien, on reproche sa grossièreté, on reproche son ignorance, on reproche son inculture, et pour en donner un exemple, voici comment Lucien, alors Lucien est évidemment le grand adversaire et de la philosophie en général et du cynisme à la fin du second siècle. Voici le portrait qu'il donne du cynique. C'est dans un dialogue qui s'appelle Les Fugitifs. Et dans ce dialogue, c'est la philosophie qui parle. Alors ce texte est intéressant, on va le retrouver deux fois. Je voudrais vous le citer là maintenant comme un des portraits possibles et nombreux, enfin un des nombreux portraits du cynisme qui ont circulé dans l'Antiquité, et puis on le retrouvera ensuite pour une autre raison plus précise. Voici ce texte. C'est donc la philosophie qui parle.
et elle fait en quelque sorte l'histoire d'elle-même, l'histoire des gens qui sont venus la fréquenter, elle, la philosophie, ou qui ont essayé de reprendre les principes et les règles de la vie philosophique. Alors, la philosophie, c'est le paragraphe 12 des fugitifs. La philosophie dit ceci. Il est une espèce d'homme méprisable, pour la plupart servile et mercenaire, qui, livré dès l'enfance à de grossiers travaux, n'ont pu former avec moi aucune liaison. Ils sont en proie à l'esclavage, occupés à gagner leur salaire et exerçant des métiers appropriés à leurs conditions, cordonniers, menuisiers, foulons, cardeurs de laine, exercés à ces professions depuis de bas âge, ils n'avaient jamais entendu prononcer mon nom, mais parvenus à l'âge viril. Et voyant la multitude témoigner le plus profond respect à mes intimes, c'est-à-dire aux vrais philosophes. Alors donc, voyant le respect qu'on témoignait aux vrais philosophes, voyant qu'on tolérait leur franchise, qu'on recherchait leur amitié, qu'on écoutait leurs conseils, qu'on cédait à leurs plus légers reproches, ils se sont imaginés, ces hommes méprisables, serviles et mercenaires, ils se sont imaginés que la philosophie dominait tout de son pouvoir absolu. Apprendre ce qui est nécessaire à cette profession leur parut trop long ou plutôt impossible. D'un autre côté, leurs métiers vils et pénibles suffisaient à peine à leur existence et le joug de la servitude leur devint pesant comme il l'est en effet. Que font-ils alors? Ils prennent la résolution de jeter la dernière ancre, mouillent au port de la folie, appellent à leur aide l'insolence, l'ignorance et l'impudence. Ils se munissent d'une nouvelle provision d'injures qu'ils tiennent à portée de leurs mains, puis ils se déguisent de leur lieu et prennent un extérieur semblable au mien. Bon, ce texte est intéressant, vous le voyez, d'une part parce qu'il y a tout le paysage social sur lequel on aperçut le cynisme, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous voyez aussi cette idée qu'il y a que le cynisme, au moins sous cette forme-là, n'est que l'imitation, la caricature, la grimace, l'imposture du véritable cynisme. Bon, en tout cas, vous avez un portrait de la grossièreté, de l'ignorance et de l'inculture de ceux qui, en général, pratiquent le cynisme. Vous trouveriez aussi un portrait extrêmement violent et négatif du cynisme dans l'empereur Julien, qui a écrit 2 textes directement dirigés contre le cynisme. L'un, c'est un discours contre Héracléos, et l'autre, c'est un discours qu'on intitule « Contre les cyniques ignorants ». Et au paragraphe 5 du contre Héracléos, Julien écrit ceci: « Maintenant, au nom des muses, réponds-moi à cette question relative au cynisme. Est-il une forme de déraison, un genre de vie indigne d'un homme, voire une disposition bestiale de l'âme qui dénie toute beauté, toute honnêteté, toute bonté? La disparition de toute révérence envers les dieux et le discrédit de toute humaine prudence conduisent non seulement à fouler aux pieds les lois qu'on nomme également honneur et justice, mais encore celles que les dieux ont gravées en nos âmes et qui nous ont tous convaincus, sans avoir à l'apprendre, qu'il existe un être divin. C'est vers lui que nous portons nos regards, etc. En outre, supposons aussi le rejet d'une seconde loi, naturellement sacrée et divine, qui ordonne un respect total et absolu des droits d'autrui, qui invite à ne porter aucune conclusion en parole, en acte, par les impulsions secrètes de l'âme. Cette attitude ne mérite-t-elle pas le baraâtre? Ne faudrait-il pas que ceux qui prônent ces doctrines encourent le bannissement, sans connaître l'assaut des Tirses comme les victimes expiatoires, mais la mort par lapidation? Car en quoi diffère-t-il des pillards du désert et des frères de la côte, molestant ceux qui débarquent? Ils méprisent la mort à ce qu'ils disent, comme si cette déraison ne s'attachait pas à ces gens-là.
Bon, vous voyez qu'on a là un portrait des cyniques également très violent, qui, cette fois, ne s'accroche pas tellement à l'imitation hypocrite de la philosophie, mais au fait que les cyniques s'opposent aux lois divines, aux lois humaines et à toutes les formes soit de traditionnalité, soit d'organisation sociale. Bon, ce sont là les deux grands points auxquels on accroche d'ordinaire la critique des cyniques, mais il y en aurait bien d'autres. Il n'en reste pas moins qu'en même temps, et en face de ce cynisme ostentatoire, bruyant, agressif, négateur des lois, des traditions et des règles, même les adversaires les plus acharnés de ce cynisme font toujours valoir la valeur et les mérites d'un autre cynisme qui lui est ou serait mesuré, réfléchi, éduqué, discret, honnête et réellement austère. Il n'y a pratiquement pas de critique contre les cyniques qui ne s'accompagne d'un jugement explicitement favorable sur le vrai cynisme, que ce soit le cynisme primitif que l'on croit reconnaître ou que l'on honore chez Diogène ou Cratès, que ce soit un cynisme essentiel que pratiqueraient les bons cynistes, ou que ce soit un cynisme de principe que l'on pratiquerait soit. Par exemple, ce même Lucien, dont on a vu combien il était violent contre les cyniques, soit en s'attaquant personnellement, enfin directement à Pérégrinus, dans le texte sur la mort de Pérégrinus, soit qu'il les attaque globalement dans les fugitifs, eh bien, le même Lucien fait d'un certain Démonax, qu'on ne connaît qu'assez peu sauf par lui, il en fait un portrait extrêmement positif, un long et beau portrait de ce que serait, selon lui, la vie authentiquement cynique. Et ce portrait de Démonax est en effet conforme sur un certain nombre de points à quelques-uns des principes généraux du cynisme. Démonax est présenté dans le texte qui porte ce nom, ce texte de Lucien, Démonax est présenté comme un homme d'abord qui est porté naturellement à la philosophie, et porté naturellement à la philosophie par un mouvement qui est inné en lui. C'était là en effet un des thèmes importants du cynisme, que le mouvement vers la philosophie, au fond, il ne faut pas le demander à une culture, il ne faut pas le demander à une formation ou un apprentissage, c'est essentiellement par nature que l'on est et que l'on est philosophe. Par exemple, dans le dialogue que Dion Chrysostome rapporte, le dialogue évidemment mythique que Dion Chrysostome rapporte entre Diogène et Alexandre, Diogène explique bien que roi au sens philosophique du terme, on ne le devient pas, on l'est de nature parce qu'on est comme un fils de Zeus. Eh bien, Démonax est en ce sens aussi une sorte de fils de Zeus. Il est porté naturellement à la philosophie par un mouvement inné, ce qui n'empêche pas, ajoute aussitôt Lucien, que c'est un homme cultivé. Il ne s'est pas en quelque sorte autorisé de ce mouvement naturel vers la philosophie pour rester inculte. Il a au contraire beaucoup lu et beaucoup appris auprès des poètes. Il s'est familiarisé, dit-il, avec les principes de la philosophie, et il a pris garde d'ailleurs de ne pas s'enfermer dans une philosophie particulière, mais il a tenu à composer les uns avec les autres les éléments les meilleurs des différentes philosophies. Et il ajoute aussi, que cette culture littéraire et philosophique, Démonax l'a complétée par des entraînements d'endurance physique, non pas certes des exercices de gymnastique comme on peut les faire dans l'éducation aristocratique, mais des entraînements d'endurance physique qui permettent de résister à la privation et à la souffrance, entraînement physique au froid, à la faim, etc. Autre trait encore que Lucien souligne dans son portrait de Démonax et qui montre bien qu'il y a un vrai et un bon cynisme que même Lucien est capable de reconnaître. Il présente en effet Démonax comme une sorte de praticien de la vérité, comme un praticien de la vérité qui a été voué pendant toute sa vie à la liberté et à la parésia, éleutéria et parésia, et qui donne à tous l'exemple de la connaissance de soi. Mais ce souci de la vérité
ne prend pas chez Démonax, selon Lucien, la forme de la violence, de l'agression, de l'insulte, comme chez tant de cyniques, en bon médecin des humains, qui se préoccupe de guérir leur âme. Démonax, d'après Lucien, aurait pratiqué la douceur et tout en méprisant les richesses et les honneurs, il aurait tenu à participer à la vie de la cité. Et le portrait de Démonax se termine par l'évocation de Démonax vieillissant, Démonax au bord de la mort, accueilli, recueilli, soutenu, entretenu par les différents citoyens à Athènes, reçu dans les maisons et donnant à chacun les conseils qui sont nécessaires ou utiles pour assurer soit la paix et la bonne entente dans les familles, soit encore la paix et la bonne entente dans la cité tout entière. Homme de la vérité, certes, homme qui ne craint jamais de la dire, c'est évident, mais c'est en même temps, ce Démonax, quelqu'un pour qui la pratique de la vérité est une pratique douce, une pratique curative et thérapeutique, une pratique de paix et non d'insulte et d'assaut. Donc, vous voyez, même Lucien peut donner du cynisme un portrait et une image positive. Dans un esprit beaucoup plus proche alors du souci philosophique, l'empereur Julien, dans son discours contre Héracléos le cynique, fait l'éloge de la vraie philosophie cynique, celle qu'il prétend trouver dans Diogène et dans Cratès, qui auraient été les fondateurs authentiques de ce vrai cynisme et dont l'exemple aujourd'hui serait négligé. Et parmi toutes les comme qualités principales qu'il reconnaît à Diogène et à Cratès, et qui les oppose l'un et l'autre à ce qu'est le cynisme d'aujourd'hui, eh bien, Julien fait valoir que Cratès et Diogène étaient des gens chez lesquels il n'y avait pas de distinction, d'écart, de contradiction entre leurs actes et leurs paroles. Voici par exemple ce que Julien dit ceci. Quelle forme prenait donc le commerce avec les philosophes, Diogène et Cratès? Leurs actes précédaient leurs paroles. Ceux qui tenaient la pauvreté en honneur, Diogène et Cratès, ceux qui tenaient la pauvreté en honneur se montraient les premiers à mépriser leur patrimoine. Référence au fait que Cratès aurait abandonné tous les biens qu'il avait hérités de sa famille. Ceux qui s'attachaient à la modestie, donc toujours Cratès et Diogène, ceux-là étaient les premiers à pratiquer la simplicité en tout. Ceux qui retranchaient de la vie des autres la pompe théâtrale et l'arrogance étaient les premiers à habiter sur les places publiques et dans les enceintes consacrées aux dieux. Avant de faire une guerre de parole au libertinage, ils le combattaient par leurs actes et ils prouvaient par les faits, non par des vociférations, qu'il est possible de régner avec Zeus quand on n'a presque aucun besoin et que l'on n'est pas importuné par le corps. Bon. Donc il y a un vrai cynisme. Ce vrai cynisme, c'est celui qui a été manifesté en parole, mais surtout en acte, par Cratès et par Diogène. Mais non seulement il y a ce cynisme primitif auquel Julien se réfère et rend hommage, mais Julien, et ceci est intéressant, fait aussi du cynisme une sorte de philosophie universelle, qui serait à la fois valable pour tout le monde et accessible pour tous. Ce passage se trouve alors dans le second discours contre les cyniques, dans le texte qui s'appelle « Contre les cyniques ignorants », et c'est au paragraphe 8, et voici ce qu'il dit. Quant à moi, quant à moi qui désire parler avec déférence des dieux et de ceux qui se sont acheminés vers la vie divine, je suis convaincu que même avant lui, alors là il se réfère à Héraclès, il vient de faire d'Héraclès, selon la tradition cynique, le fondateur même de la philosophie et surtout de la philosophie ascétique. Donc il dit, quant à moi, qui désire parler avec déférence des dieux et de ceux qui se sont acheminés vers la vie divine, je suis convaincu que même avant Héraclès, il y eut, non seulement chez des Hellènes, mais chez les barbares, des hommes qui professèrent cette philosophie,
cette philosophie cynique dont le noyau se trouve, selon lui, chez Cratès et chez Diogène, mais avant Cratès et Diogène, chez Héraclès lui-même. Donc, avant Héraclès, il y a eu partout, chez les Hellènes, chez les barbares, des hommes qui professaient cette philosophie, laquelle est, à ce qu'il me semble, universelle, tout à fait naturelle, et ne demande aucune étude particulière. Il ne suffit que de choisir ce qui est honnête par désir de la vertu et aversion pour le vice. Point n'est besoin non plus d'ouvrir des milliers de volumes, car, dit-on, l'érudition ne donne pas l'esprit. Il n'y a pas à se plier à une discipline autre que celle que supportent dans leur diversité les adeptes des autres écoles philosophiques. Alors vous voyez, cette représentation du cynisme, qui est, je crois, très intéressante, représentation tardive, mais très significative de quelque chose. Donc, le cynisme apparaît là comme une philosophie parfaitement ancienne, puisqu'elle remonte au-delà même des philosophes historiquement ou pseudo-historiquement repérés comme Diogène ou Cratès, elle remonte jusqu'à Héraclès. Derrière Héraclès, elle remonte aux hommes, à tous les hommes, qu'ils soient hellènes ou barbares. Donc, une universalité, si vous voulez, culturelle en même temps qu'ancienneté. Deuxièmement, cette philosophie si ancienne et si universelle, il n'y a pas pour l'acquérir à faire des études particulières ou spéciales. Très peu de choses dans l'ordre des connaissances. La pratique d'un certain nombre de vertus finalement élémentaires et que tout le monde peut connaître et auxquelles tout le monde peut s'exercer, cela suffit à constituer le noyau même du cynisme. Et enfin, troisième idée, cette universalité, cette ancienneté, cette universalité, cette facilité d'accès est en même temps une sorte de syncrétisme philosophique, puisqu'il suffit d'extraire de chacune des philosophies existantes un certain noyau élémentaire se rapportant à la pratique des vertus pour que l'on ait finalement la modalité cynique de l'existence. Le cynisme apparaît à ce point-là, si vous voulez, comme l'universel de la philosophie. L'universel de la philosophie est sans doute aussi sa banalité. Mais vous voyez qu'on a là un paradoxe qui est très curieux, puisque d'un côté, on va voir le cynisme, on a vu le cynisme être décrit comme une forme d'existence très particulière, une forme d'existence en marge des institutions, des lois, des groupes sociaux les plus reconnus, une sorte de le cynique est quelqu'un qui est véritablement en marge de la société et qui circule autour de la société elle-même sans que on puisse accepter de le recevoir. Le cynique est chassé, le cynique est errant et chassé, et en même temps, le cynisme apparaît comme le noyau universel de la philosophie. Le cynisme est au cœur de la philosophie, et le cynique tourne autour de la société sans y être admis. On a là un paradoxe, et un paradoxe intéressant. On a l'impression qu'à l'égard du cynisme, les gens qui, dans la période impériale, dans la période impériale tardive, s'intéressaient à la philosophie, avaient une attitude qui était double. D'une part, la tentative pour discriminer et éliminer une certaine forme de pratique cynique, et deuxièmement, l'effort pour retirer de cette pratique cynique ou d'autres pratiques philosophiques un certain noyau que l'on reconnaît comme étant l'essence propre, pure du cynisme lui-même. Cet effort sans cesse repris de discrimination entre un cynisme imposteur et un vrai cynisme, entre un cynisme dévoyé et un noyau de cynisme essentiel, cette attitude de discrimination me paraît assez singulière, avec beaucoup de points d'interrogation. Parce que c'est vrai que d'un autre côté, on pourrait trouver un certain nombre une certaine attitude semblable à propos d'autres philosophies, comme par exemple à propos des épicuriens, où on avait pris l'habitude de distinguer avec soin la leçon du premier maître, d'Épicure lui-même, et puis la manière dont les disciples dévoyés mettaient en pratique l'épicurisme. Mais il me semble qu'à propos du cynisme, on a affaire à quelque chose d'un peu différent et qui me paraît assez singulier dans l'histoire de la philosophie antique. C'est que, d'un côté, il ne s'agit pas simplement de distinguer la première leçon, la leçon du maître, et puis la façon dont cette leçon du maître a pu ensuite être dévoyée.
oublié par les disciples, et qu'à l'égard du cynisme, d'une part, on cherche à expulser le cynique et le mode d'existence cynique du champ de la philosophie honorable et reconnue, mais on ne peut pratiquer cette expulsion sans faire en même temps référence à un cynisme universel, universellement valable, et sans l'affirmation de soi-même comme cynique et comme représentant le vrai cynisme. La critique du cynisme se fait toujours au nom d'un cynisme essentiel, et après tout, vous savez bien que ce genre de procédé, s'il est assez singulier, me semble-t-il, dans l'Antiquité, a souvent été repris. Après tout, vous connaissez bien, vous avez bien connu au moins au cours des années récentes ce même phénomène lorsque la critique du socialisme ne pouvait se faire qu'au nom du socialisme ou d'un socialisme essentiel. Bon. En tout cas, on a cette forme-là d'élaboration d'une pensée qui est assez singulière. Troisième raison qui rend difficile et singulière l'étude du cynisme dans l'Antiquité, c'est ceci. C'est le fait que les cyniques, la tradition cynique ne comporte pas ou comporte extrêmement peu de textes théoriques. Disons en tout cas que la charpente doctrinale du cynisme semble avoir été tout à fait rudimentaire. Ce caractère rudimentaire de la charpente doctrinale du cynisme doit être évidemment associé à la forme populaire de cette philosophie. Et ce lien entre le caractère rudimentaire de la théorie et la forme populaire de la philosophie, ce lien, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de se demander à son sujet si c'est parce que la philosophie cette philosophie était une philosophie populaire qu'elle était vouée à une pareille simplicité doctrinale, ou si inversement, c'est la rusticité théorique du cynisme qui en a fait une philosophie populaire et qui a permis son implantation sociale assez large. Le fait, en tout cas, et je crois attester, que d'une part, le cynisme a été une philosophie à implantation sociale large, et d'autre part, il a été une philosophie à charpente théorique étroite, exiguë et élémentaire. Bon, quelques mots sur ces deux aspects du cynisme. D'abord, en ce qui concerne le caractère populaire du cynisme. Il y a de très nombreux témoignages qui attestent le caractère populaire de cette philosophie, à la fois le fait qu'elle adressait ses discours et ses interventions à un public large et par conséquent peu cultivé, et le fait que, d'autre part, son recrutement même se faisait en dehors des élites cultivées qui pratiquaient d'ordinaire la philosophie. Vous avez vu tout à l'heure le passage intéressant de Lucien dans le dialogue qui s'appelle Les Fugitifs, et où on voit la philosophie raconter la naissance du cynisme. Vous avez vu que dans ce récit, il est bien dit que les gens qui se sont voués au cynisme étaient des gens qui étaient livrés dès l'enfance à de grossiers travaux, qui étaient obligés de gagner leur salaire et d'exercer des métiers appropriés à leurs conditions. C'était, dit le texte de Lucien, qui ce point est extrêmement précis, c'était des cordonniers, c'était des menuisiers, c'était des fouleaux, c'était des quart-d'heure de la nuit. Et il explique l'intérêt de ces gens pour la philosophie par une sorte d'ambition politique et sociale, puisque ça fait en voyant le respect qui entoure les disciples, les vrais disciples de la vraie philosophie, en voyant le respect qui les entoure, en voyant combien ces philosophes étaient accueillis, comment on tolérait leur franchise, comment on recherchait leur amitié, comment on écoutait leurs conseils, c'est en voyant tout cela que ces gens, en réalité simples cordonniers, menuisiers, foulant un quart d'heure de laine, ont décidé de devenir philosophes, ou plutôt d'imiter le genre de la vie philosophique, le style de la vie philosophique. On a un témoignage assez clair de la manière dont on percevait d'une façon critique le caractère populaire du cynisme. On a aussi un autre texte qui est intéressant à propos de ce recrutement, de ce caractère populaire du cynisme. C'est dans Dion Chrysostome. Dans Dion Chrysostome, au discours numéro 32, paragraphe 8, vous trouvez une description qui est sans doute historiquement beaucoup plus fiable que cette satire de Lucien. C'est un discours que Dion Chrysostome a adressé aux habitants d'Alexandrie pour leur reprocher de ne pas
référence à ce qui s'est passé à Athènes et au malheur d'Athènes lorsque les Athéniens se sont montrés incapables d'écouter les vérités qu'on leur disait. Et aux habitants d'Alexandrie, Dion Chrysostome, donc au second siècle après Jésus-Christ, fait une adresse dans laquelle il dit, vous non plus, vous n'écoutez pas la vérité, vous n'écoutez pas la vérité sans doute pour une première raison, qui est qu'on ne vous la dit pas, cette vérité. On ne vous la dit pas parce que ceux qui pourraient, qui devraient la dire, ne font pas comme il faut leur métier. Et il distingue trois catégories de philosophes. Trois catégories de philosophes, nous dirions maintenant à peu près trois catégories d'intellectuels. Il y a les intellectuels ou les philosophes qui se taisent. Les philosophes qui se taisent, et qui se taisent parce qu'ils pensent que la foule n'est pas capable, n'est pas susceptible d'être convaincue. Et qu'on a beau employer devant elle et pour elle les arguments les plus contraignants, jamais la foule n'est capable d'entendre, et par conséquent, ceux-là se retirent chez eux et se taisent. Deuxième catégorie de philosophes, dit-il, ce sont ceux qui réservent leurs propos aux salles de cours et de conférences pour un public choisi et qui refusent d'affronter le public en général et de s'adresser à la cité en tant que telle. Et puis, troisième catégorie de philosophes, alors ceux-là, il les nomme, les deux premiers, il ne dit pas qui ils sont, la troisième catégorie, il les nomme. Ce sont les cyniques. Les cyniques. Et il les décrit, ces cyniques, postés au coin des rues, dans les allées, aux portes des temples, tendant la sébille, enfin faisant la manche, et puis jouant, dit-il, jouant de la crédulité des gamins, des matelots et des gens de cette sorte, enchaînant les unes aux autres leurs bouffonneries grossières et faisant ainsi, continue Dion Chrysostome, le plus grand tort à la philosophie véritable, car ils font rire de la philosophie, tout comme on peut gâter tout un enseignement en faisant en sorte que les enfants rient de leur maître. Là encore, vous voyez, on a un portrait du cynisme et de la pratique cynique comme pratique populaire qui se déroule dans des lieux qui a pour scène des lieux bien précis et particuliers. C'est les rues, c'est les portes des temples. Le cynique mendie, et à qui s'adresse-t-il? Qui est-ce qu'il convainc? Quel est son public? Quels sont les gens dont il obtient l'adhésion? Eh bien, ce sont des gamins, des matelots et des gens de cette sorte. Donc, le cynisme semble bien avoir été, au moins dans une grande partie de ses dimensions, une philosophie populaire, et dans cette mesure-là, on comprend bien la pauvreté théorique du cynisme. Mais il y avait en dehors de cela, ou si vous voulez, en corrélation avec cela, à l'intérieur même de la doctrine cynique, une certaine justification de cette pauvreté théorique et de la maigreur, de la banalité de l'enseignement doctrinal qui était donné. De sorte, encore une fois, que les deux aspects, maigreur doctrinale et recrutement populaire, renvoient l'un à l'autre dans une sorte d'induction circulaire. Que la philosophie doive, non seulement puisse, mais doivent avoir une charpente doctrinale limitée, pauvre, schématique, c'est ce que les cyniques affirmaient, et affirmaient pour un certain nombre de raisons. Des raisons qui touchent à la conception même qu'ils se faisaient de la vie philosophique et du rapport qu'il y avait entre l'enseignement philosophique et la vie philosophique. En effet, pour les cyniques, l'enseignement philosophique n'avait pas essentiellement pour fonction de transmettre des connaissances, mais surtout et avant tout de donner aux individus qu'on formait un entraînement à la fois intellectuel et moral. Il s'agissait d'armer les individus pour la vie et pour que les individus puissent ainsi affronter les événements. On a de cette conception de l'enseignement comme transmission d'une armature et non pas d'un ensemble de connaissances, d'une armature pour la vie. On en a un exemple dans Diogène Laërce, lorsque Diogène Laërce explique la manière dont Diogène le cynique,
a conçu l'enseignement qu'il devait donner aux enfants de Xéniade. Diogène avait donc été acheté comme esclave par Xéniade, et à Xéniade qui lui demandait « Je veux bien t'acheter, mais qu'est-ce que tu sais faire ?» Diogène avait répondu « Eh bien, je sais commander ». Et à cette réponse parésiastique, Xéniade avait réagi en disant « Bon, eh bien, tu éduqueras mes enfants ». Et Diogène Laërce raconte la légende de l'enseignement des enfants de Xéniade, l'éducation des enfants de Xéniade par Diogène, et en quoi consiste cet enseignement. Le texte commence par dire que Diogène le Cynique avait appris aux enfants de Xéniade toutes les sciences, ce qui nous semblerait indiquer une éducation de type encyclopédique, comme vous pouvez la trouver dans d'autres écoles philosophiques, en particulier chez les platoniciens ou chez les péripatéticiens. Mais en fait, et aussitôt, Diogène Laërce ajoute ceci, c'est que toutes ces sciences, il les avait appris, Diogène, il les avait appris aux enfants de Xéniade sous la forme de résumer et d'abréger, de manière à les leur faire retenir plus aisément. C'est-à-dire que les sciences ne sont pas apprises dans tout leur développement, mais dans les principes essentiels qui sont nécessaires et suffisants pour vivre comme il faut. Cet enseignement s'était complété aussi par tout un apprentissage de l'endurance. Il fallait que les enfants de Xéniade soient capables de se servir eux-mêmes, c'est-à-dire sans avoir recours au service de serviteurs et d'esclaves. C'est l'apprentissage de l'indépendance. Il leur avait appris à ne porter jamais que des vêtements très simples, sans tunique et sans souliers. Il leur avait appris aussi la chasse, référence sans doute à l'enseignement spartiate, la chasse qui permet justement aux gens de se débrouiller tout seuls, d'être indépendants, de pratiquer l'autarcie. Ce qu'on prend à la chasse et ce qu'on tue, eh bien c'est de cela qu'on se nourrit. Il leur avait appris aussi une tenue physique, une attitude physique extrêmement rigoureuse. Ils n'avaient pas le droit de se promener dans la rue sans garder les yeux baissés ni adresser la parole à personne. C'est ce type-là d'apprentissage, d'apprentissage d'endurance, d'apprentissage de combat, d'apprentissage sous la forme d'une armature qui est donnée pour l'existence, c'est cela qui caractérise l'enseignement cynique. D'ailleurs, si on en croit le même Diogène Laërce, les cyniques avaient chassé du domaine de la philosophie la logique et la physique. Ils ne considéraient comme discipline véritablement philosophique que la morale. Et parmi ceux qu'ils enseignaient, ils avaient chassé, supprimé la géométrie et la musique. Et Diogène Laërce cite un propos de Diogène le Cynique répliquant à quelqu'un qui voulait apprendre la musique, répliquant par ces deux vers: c'est par de sages pensées que les hommes régissent les vies et les maisons, et non pas par des airs de lyre et des gazouillements. Cette conception de l'enseignement cynique comme formation et armature pour la vie, on en trouve la théorie, ou en tout cas on en trouve le développement dans un texte important de Sénèque. C'est dans De Beneficiis, au début du livre 7 des De Beneficiis, où Sénèque rapporte de quelle manière Démétrius concevait l'apprentissage des sciences. Alors pardonnez, comme la bibliothèque était fermée, je lis ça dans une mauvaise traduction, mais c'est pas trop grave, j'espère. C'est avec raison que Démétrius le Cynique, dit Sénèque, grand homme à mon avis, même car par comparaison avec les plus grands, a coutume de dire qu'il est plus profitable de connaître un petit nombre de sages préceptes à sa portée et à son usage que d'en apprendre beaucoup qu'on n'a pas sous la main. De même qu'un habile lutteur n'est pas celui qui a appris à fond toutes les poses et toutes les complications de mouvements dont l'usage est rare dans le combat, mais celui qui, après s'être exercé longuement et avec soin à une ou deux d'entre elles,
épie attentivement l'occasion de les appliquer. Car il ne lui importe pas de savoir beaucoup, pourvu qu'il sache assez pour vaincre. De même, dans cette étude, il y a beaucoup de choses qui plaisent, mais bien peu qui assurent la victoire. L'enseignement est donc essentiellement un enseignement de lutte, qui doit apprendre ce qui est nécessaire dans la lutte et ce qui est indispensable pour acquérir la victoire. Et à partir de là, Démétrius, cité par Sénèque, montre comment. Ce qui dans la nature est difficile à connaître et caché, n'est caché au fond que parce que c'est inutile de le connaître pour la vie. Inutile de savoir, par exemple, dit-il, quelle est l'origine des tempêtes, pourquoi il y a des jumeaux. Ces choses-là, nous ne les connaissons pas. Ces choses-là, elles seraient très difficiles à connaître. Ces choses-là sont cachées, mais elles sont cachées puisqu'elles ne servent à rien. En revanche, tout ce qui est nécessaire à l'existence, tout ce qui est nécessaire à ce culte, en quoi doit consister la vie cynique, eh bien tout cela, c'est à la disposition de tout le monde. Ce sont les choses les plus familières et les plus évidentes que la nature a disposées ainsi autour de nous pour que nous les apprenions et que nous puissions nous en servir. Donc, vous voyez, l'enseignement cynique est un enseignement simple, c'est un enseignement pratique, c'est un enseignement dont les cyniques eux-mêmes disaient qu'il consistait en un raccourci, en une voie brève. Que le cynisme, que la doctrine cynique soit un raccourci vers la vertu, une voie brève, un symptomos, une symptomos odos, eh bien c'est ce qui est répété très souvent. C'était à ce point caractéristique du cynisme que dans la définition que donne la Souda du cynisme, le cynisme est donné comme la voie courte vers la vertu. Cette notion de voie courte vers la vertu, qui court-circuite encore l'enseignement long et théorique, cette notion de voie courte est intéressante. D'abord, je crois qu'elle est intéressante parce qu'elle s'inscrit dans la longue histoire qui serait sans doute à faire de cette figure qui a été si fréquente dans la pensée philosophique, dans la spiritualité aussi de l'Occident, c'est la figure des deux voies. Cette figure des deux voies, vous la retrouvez extrêmement souvent. On peut dire qu'elle a été constante dans l'histoire de la pensée philosophique et spirituelle de l'Occident. Vous avez les deux voies chez Parménide. Vous savez le poème de Parménide qui s'ouvre sur la distinction entre les deux voies. La première voie qui dit que l'être est, et cette voie c'est le chemin de la certitude, car elle accompagne la vérité. Et puis l'autre voie qui dit que l'être n'est pas, et cette voie, dit Parménide, c'est l'étroit sentier où on ne peut rien apprendre. Vous trouvez aussi une image des deux voies avec une signification différente. Vous la trouvez dans le mythe, le récit de Prodikos, dans les Mémorables de Xénophon, au livre 2, je crois, où vous savez, Prodikos racontait que Héraclès s'était trouvé à un moment donné au carrefour des deux voies, la voie d'austérité, la voie rude et difficile de l'austérité, mais qui mène finalement au vrai et stable bonheur, et puis la voie qui est la voie facile, la voie de la débauche, la voie des plaisirs incessants, qui est la voie dans laquelle on ne peut jamais arriver à un bonheur stable et définitif, puisque les plaisirs sans cesse disparaissent, sont mêlés de souffrances et doivent être renouvelés. Ce thème des deux voies, on le retrouverait très souvent dans l'Antiquité. Vous savez qu'on le retrouve aussi au tout début du christianisme. Le texte si caractéristique du christianisme archaïque qui s'appelle la Didaché s'ouvre lui aussi sur la distinction des deux voies, mais ce ne sont ni les deux voies de Parménide, ni les deux voies d'Héraclès ou de Prodikos. Ce sont d'une part la voie de la vie et la voie de la mort. Le texte commence ainsi: il y a deux voies, celle de la vie et celle de la mort, mais la différence est grande entre ces deux voies. Eh bien, les cyniques, eux aussi, avaient une conception des deux voies, mais qui n'est semblable ni à celle de Parménide, ni à celle de Prodikos, ni bien entendu à la distinction future qu'on trouvera dans le christianisme primitif. C'est l'idée qu'il y a deux voies, une voie longue, relativement facile, qui ne demande pas beaucoup d'efforts, qui est la voie par laquelle on arrive à la vertu à travers le logos. À travers le logos, c'est-à-dire à travers les discours et à travers l'apprentissage de ces discours, apprentissage scolaire et apprentissage doctrinal.
Et puis, il y a la voie brève qui, elle, est la voie difficile, qui est la voie ardue, qui monte droit vers le sommet, au prix de beaucoup d'obstacles, et qui, elle, est la voie, en quelque sorte, muette, ou en tout cas, c'est la voie de l'exercice, c'est la voie de l'ascésis, c'est la voie des pratiques de dépouillement et d'endurance. Et c'est celle-là qui est à laquelle se réfèrent bien les textes, c'est à cette distinction de deux voies que se réfèrent bien les textes cyniques. Vous y trouverez une allusion dans Diogène Laërce au paragraphe 104 de la vie de Diogène le Cynique. Vous y trouverez une référence aussi dans Plutarque l'Amatorius au paragraphe 759c. Et vous en trouvez une description assez longue dans un texte évidemment apocryphe qui doit dater sans doute du 1er siècle après Jésus-Christ, qui est une pseudo-lettre de Cratès. Cratès était donc le premier disciple de Diogène, et on a fait circuler sans doute au 1er siècle de notre ère un certain nombre de lettres apocryphes de Diogène ou de Cratès, et ces textes sont caractéristiques, non pas bien sûr de ce que Cratès et Diogène avaient pu dire ou penser, mais du cynisme tel qu'il était reconnu, valorisé, accepté, tel qu'il circulait au début de l'Empire. Eh bien, dans cette pseudo-lettre de Cratès, c'est la lettre 21, vous voyez cette réflexion sur les deux voies, caractérisation des deux voies. Longue est la voie qui conduit au bonheur par le discours, donc la voie du discours, c'est la voie longue, mais celle qui passe par les exercices quotidiens. Celle-là est un raccourci, un symptomos, mais beaucoup de ceux qui poursuivent le même but que les chiens, qui est le philosophe cynique, beaucoup de ceux qui poursuivent le même but, lorsqu'ils constatent combien cette voie est difficile, fuient ceux qui l'invoquent. Ils ne savent pas devenir chiens par cette voie, car par nature, l'exercice est beaucoup plus efficace que le discours lui-même. Donc, voie brève, la voie de l'exercice, voie longue, la voie du discours. Voie brève, pardon, la voie de l'exercice, voie longue, la voie du discours. Et vous comprenez par conséquent comment et pourquoi la doctrine cynique est si difficile à repérer dans la mesure où la transmission de la vie cynique s'est faite essentiellement par cette voie brève, sans discours, qui était celle de l'exercice et de l'apprentissage. Enfin, la dernière raison, qui touche d'ailleurs à celle-ci et qui rend singulier le cas du cynisme et difficile son étude, c'est que je crois que le cynisme a eu un mode de traditionnalité qui a été assez particulier. Je veux dire ceci, c'est que les cyniques, puisqu'on vient de le voir, ils ne se soucient pas tellement d'enseigner une doctrine, mais de transmettre des schémas de vie. Eh bien, se servent pour transmettre ces schémas de vie, non pas tellement d'un enseignement théorique, dogmatique, etc., mais ils se servent surtout de modèles, de récits, d'anecdotes, d'exemples. Ces exemples, ces anecdotes, ces récits, eh bien, ils les attribuent soit à des figures historiques précises, soit à des pères fondateurs comme Cratès et Diogène qui à coup sûr ont existé, mais dont la réalité historique a été recouverte ensuite par des éléments de récit tout à fait fictifs, de telle sorte qu'il est très difficile de retrouver le noyau même de leur doctrine, soit même à des figures entièrement légendaires et mythiques comme Héraclès. De sorte que, à travers cette transmission des schémas de vie par les exemples et des anecdotes, comprenez qu'il est très difficile de connaître ce qu'a pu être la doctrine cynique et de connaître aussi l'histoire même du cynisme et l'enchaînement des figures historiques qui ont scandé le cynisme. Mais à travers ces incertitudes sur l'histoire du cynisme et la réalité de sa doctrine, il me semble que cette manière qu'avait l'enseignement cynique de se transmettre de cette manière par les exemples et les anecdotes, eh bien, il me semble que l'enseignement cynique a donné là un mode de traditionnalité qui a été à la fois qui est intéressant et qui a été important. Cette traditionnalité de l'enseignement cynique, qui passait par des modèles de comportement, des matrices d'attitude,
eh bien, il se manifestait soit dans la forme, il prenait la forme, soit d'anecdotes brèves, qu'on appelait les créailles, et qui rapportaient en quelques mots un geste, une réplique, une attitude d'un cynique dans une situation donnée. Ou bien c'était les apomonomata, les souvenirs, récits plus longs dans lesquels c'était tout un épisode de la vie du cynique, d'un cynique qui était raconté. C'était aussi des plaisanteries, des anecdotes qu'on appelait les palgnia, anecdotes qui faisaient rire et qui étaient des sortes de créailles mais drôles, ironiques, etc. Cette forme de transmission des schémas de conduite à travers des anecdotes exemplaires a, je crois, fondé un type de traditionnalité qui est très différente de la traditionnalité qu'on pourrait dire doctrinale. La traditionnalité doctrinale, en effet, consiste en quoi? Bien, elle consiste, et elle a consisté dans l'Antiquité, à réactualiser un noyau de pensée oublié et méconnu, et ceci pour en faire, quand on le réactualise, le point de départ et le principe d'autorité d'une pensée qui se donne dans un rapport à la fois variable et complexe d'identité, d'altérité avec la pensée de départ. Cette traditionnalité d'enseignement, cette traditionnalité doctrinale a évidemment été très important pour la transmission de doctrines philosophiques comme le platonisme, l'aristotélisme, le stoïcisme jusqu'à un certain point, beaucoup moins déjà l'épicurisme et presque pas le cynisme. Mais à côté de cela, le cynisme, et il faut le dire aussi jusqu'à un certain point l'épicurisme, ont pratiqué ce qu'on pourrait appeler non pas une traditionnalité de doctrine, mais une traditionnalité d'existence. Et la traditionnalité d'existence se fixe pour objectif, non pas de réactualiser un noyau de pensée primitif, mais de remémorer des éléments et des épisodes de vie. De la vie de quelqu'un qui a existé réellement, qui n'a existé mythiquement, sans que ceci ait au fond aucune importance. Se remémorer donc des éléments et des épisodes de vie qu'il s'agit maintenant d'unités auxquelles il faut redonner existence, non pas parce qu'ils auraient été oubliés, comme ceci se passe dans la traditionnalité doctrinale, mais parce que nous ne serions plus maintenant, aujourd'hui, à la hauteur de ces exemples. Parce qu'une déchéance, un affaiblissement, une décadence ont fait perdre la possibilité d'en faire autant. Disons d'une façon schématique que la traditionnalité de doctrine, la traditionnalité doctrinale permet de maintenir ou de retenir un sens par-delà l'oubli. La traditionnalité d'existence permet en revanche de restituer la force d'une conduite par-delà un affaiblissement moral. Cette traditionnalité d'existence, si distincte de la traditionnalité de doctrine, a été sans doute importante dans plusieurs des sectes philosophiques, même jusqu'à un certain point dans toutes les sectes philosophiques, mais ce qu'on pourrait dire, c'est que la manière dont elle se compose et se combine avec la traditionnalité de doctrine n'est pas la même. Il est clair que dans le platonisme, par exemple, ou dans l'aristotélisme, la traditionnalité de doctrine a été la part essentielle et la traditionnalité d'existence, à travers la transmission des exemples de vie, n'a eu qu'un rôle très limité. Dans le stoïcisme, dans l'épicurisme aussi, la combinaison entre traditionnalité de doctrine et traditionnalité d'existence a été plus équilibrée, soit que la traditionnalité de doctrine était un peu plus importante, soit que la traditionnalité d'existence était un peu plus, mais dans le cas, je crois, de la traditionnalité cynique, c'est la forme de la traditionnalité d'existence qui l'a très largement emporté, oblitérant presque entièrement, rendant inutile la traditionnalité de doctrine. Et à travers cette traditionnalité d'existence, je crois qu'on voit apparaître, et c'est très clair chez les cyniques, beaucoup plus que dans n'importe quelle autre forme de philosophie, beaucoup plus même que dans l'épicurisme, beaucoup plus même aussi que dans le stoïcisme, on voit apparaître cette figure si importante qui est celle du héros philosophique. Le héros philosophique, qui est quelque chose qui est différent
du sage traditionnel, du sage de la haute antiquité, du sage tel qu'il pouvait apparaître chez Solon ou chez Héraclite. Le héros philosophique n'est plus le sage, mais le héros philosophique n'est pas encore le saint. Le saint, l'ascète, que l'on verra apparaître avec le christianisme. Entre le sage de la tradition archaïque, l'homme divin, et l'ascète des derniers siècles de l'Antiquité, le héros philosophique représente une forme de mode de vie qui a été extrêmement important à l'époque même où il se constituait et où son modèle s'était transmis, dans la mesure où c'est ce modèle du héros philosophique qui a modelé un certain nombre d'existences, qui a été une sorte de matrice pratique pour l'attitude philosophique. Et alors vous comprenez pourquoi le cynisme a joué ce rôle que l'on voit si clairement chez Julien, de constituer comme une sorte d'essence, de lieu commun de toute philosophie possible, car le cynisme, c'était précisément la forme de l'héroïsme philosophique sous son aspect à la fois le plus général, le plus rudimentaire, mais aussi le plus exigeant. Le cynisme comme essence de l'héroïsme philosophique, c'est cela, je crois, qui a parcouru toute l'Antiquité et qui fait du cynisme, quelle que soit sa pauvreté théorique, un événement important dans l'histoire, non seulement des formes de vie, mais dans l'histoire de la pensée. L'héroïsme philosophique, la philosophie, la vie philosophique comme vie héroïque, c'est quelque chose qui a, je crois, été inscrit et transmis par cette tradition cynique. Et en même temps, donc, le cynisme a informé cette image du héros philosophique, en même temps qu'il en a affirmé les valeurs, il a eu par là même une influence considérable, bien sûr, sur ce qui va se développer comme l'ascétisme chrétien, qui est pour une part non négligeable, vous le savez bien, enraciné dans cette forme-là d'héroïsme. Je crois aussi que cet héroïsme philosophique a constitué ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, un légendaire philosophique, une légende philosophique qui a modelé d'une certaine manière la façon dont on a conçu et pratiqué en Occident jusqu'à maintenant la vie philosophique elle-même. Et de là, si vous voulez, l'idée d'une histoire de la philosophie qui pourrait être un peu autre que celle qu'on enseigne traditionnellement de nos jours, une histoire de la philosophie qui ne serait pas une histoire des doctrines philosophiques, mais une histoire des philosophies, une histoire de la philosophie comme forme, mode et style de vie, une histoire de la vie philosophique comme problème philosophique, mais aussi une histoire de la vie philosophique comme mode d'être et comme forme, non seulement, comme forme à la fois d'éthique et d'héroïsme. Évidemment, cette histoire de la philosophie comme éthique et héroïsme, cette histoire de la philosophie s'arrêterait à partir de ce moment que vous connaissez bien, où la philosophie est devenue un métier de professeur, c'est-à-dire au début du XIXe siècle. Mais après tout, il faut bien remarquer que le moment où la philosophie devient un métier de professeur, et où par conséquent la vie philosophique, l'éthique philosophique, l'héroïsme philosophique, le légendaire philosophique, n'ont plus de raison d'être, et où la philosophie ne peut plus être reçue que comme un ensemble historique de doctrines, eh bien ce moment est aussi le moment où la légende de la vie philosophique reçoit sa plus haute et sa dernière formulation littéraire, c'est bien entendu dans le Faust de Goethe. Le Faust de Goethe me paraît être, enfin on peut en tout cas l'interpréter comme étant la dernière grande image, mais aussi la plus grande formulation du légendaire philosophique tel qu'il s'est constitué, tel qu'il s'est développé, tel qu'il s'était sédimenté pendant des siècles dans notre Occident. Le Faust de Goethe, c'est cette formulation ultime du légendaire philosophique. La philosophie devient un métier de professeur, la vie philosophique disparaît à ce moment-là, à moins qu'on veuille la faire recommencer, l'histoire de la vie philosophique, de l'héroïsme philosophique, qu'on la fasse recommencer précisément à la même époque, mais sous une toute autre forme, sous une forme déplacée, puisque ce n'est plus dans la pratique même de la philosophie devenue métier d'enseignement que l'héroïsme philosophique et l'éthique philosophique vont trouver place, eh bien on va les trouver dans cette autre forme de vie philosophique, dans cette forme de vie philosophique déplacée et transformée, c'est-à-dire dans le champ politique, sous la forme de la vie révolutionnaire. Exit Faust et
entre le révolutionnaire. Bon, voilà. Alors, si vous voulez tout à l'heure, pardon, j'ai fait long, on va revenir alors au problème du cynisme historique et la question de la vraie vie chez les cyniques. Bon, alors pardonnez, j'ai été un peu long dans cette présentation générale du cynisme. Je voudrais maintenant revenir au problème qui me préoccupe et m'intéresse, et dans lequel le cynisme joue un rôle, sinon exclusif, du moins important. Le problème, c'est celui-ci. Je vous l'avais dit la dernière fois, le cynisme se présente essentiellement comme une certaine forme de parésia, une certaine forme de dire vrai, mais qui trouve son instrument, son lieu, son point d'émergence dans la vie même de celui qui doit ainsi manifester le vrai, ou dire le vrai sous la forme d'une manifestation d'existence. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure était une manière de retrouver dans les caractères généraux du cynisme les éléments qui permettent de comprendre comment, pourquoi et sous quelle forme le dire vrai du cynique prend de façon privilégiée la forme de la vie comme témoignage de la vérité, de Diogène auquel on prête, c'est Lucien, l'affirmation qu'il est le prophète de la vérité, de la parésia très exactement, prophétesse parésias, jusqu'à Grégoire de Nazianze disant à Maxime, à la fois ascète chrétien et vrai philosophe, qu'il est le marturone aletheia, qu'il porte témoignage, qu'il témoigne de la vérité. D'un bout à l'autre, le cynisme apparaît bien comme étant cette manière de manifester la vérité, de pratiquer la liturgie, la production de vérité dans la forme même de la vie. Bon. Alors là, je dois dire que j'ai trouvé, me semble-t-il, un thème qui mériterait évidemment de bien d'autres développements que ceux que l'on peut faire dans ce cadre-là, c'est-à-dire l'étude de ce thème qui a été tout de même si important dans la philosophie ancienne, dans la spiritualité chrétienne, beaucoup moins sans doute dans la philosophie contemporaine, mais à coup sûr dans ce qu'on pourrait appeler l'éthique politique depuis le XIXe siècle, ce thème de la vraie vie. Qu'est-ce que c'est que la vraie vie et quel sens est-ce que l'on peut donner à cette expression de la vraie vie, étant donné, si vous voulez, qu'après tout, nos cadres mentaux, notre manière de penser nous fait concevoir, non sans un certain nombre de problèmes, comment un énoncé peut être vrai ou faux, comment il peut recevoir une valeur de vérité, mais lorsqu'il s'agit de la vie, on pourrait dire aussi la même chose à propos d'un comportement, à propos d'un sentiment, à propos d'une attitude, comment est-ce que l'on peut utiliser la qualification de vrai? Qu'est-ce que c'est qu'un vrai sentiment? Qu'est-ce que c'est que le vrai amour? Qu'est-ce que c'est que la vraie vie? Et ce problème de la vraie vie a été, je crois, un des problèmes absolument essentiels dans l'histoire de notre pensée philosophique ou spirituelle. C'est un petit peu sur ce thème de la vraie vie, ce thème de la vraie vie que je voudrais évoquer d'une façon générale, mais en prenant comme point d'application essentiellement le cynisme. Bon. Premièrement, et c'est ce que je voudrais vous expliquer là maintenant, qu'est-ce que, avant même le cynisme, ou à côté du cynisme, on entendait par la vraie vie dans la philosophie grecque? L'expression de vraie vie se trouve quelquefois, ou un nombre de fois non insignifiant, chez Platon. Bon. Avant même de poser la question de qu'est-ce que c'est que la vraie vie, l'aletes bios, ou l'aletinos bios, quelques rappels extrêmement élémentaires sur la notion même de vérité. Aletheia, la vérité, aletheis, vrai. Qu'est-ce que, d'une façon générale, dans la pensée grecque classique,
qu'est-ce qu'on entend par l'aletheia, qu'est-ce qui est aléthèse, qu'est-ce qui est vrai. Je crois qu'on peut, encore une fois d'une façon très schématique, pardonnez-moi, distinguer 4 significations, ou voire 4 formes selon lesquelles et à cause desquelles quelque chose peut être dit vrai. Premièrement, est vrai, bien sûr, pardonnez de vous le rappeler, est vrai ce qui est non caché, ce qui est non dissimulé, structure négative du terme aletheia et aléthèse, structure négative qu'on retrouve si souvent en grec, le mot atrekès par exemple qui veut dire droit, et qui étymologiquement dit très exactement non courbe, monertès qui veut dire sincère et qui étymologiquement veut dire qui ne trompe pas, qui ne dupe pas. L'aléthèse, c'est ce qui étant non caché, non dissimulé, et donné au regard dans son entier, ce qui est complètement visible, aucune partie de lui-même ne se trouvant scellée ou dérobée. Première valeur du mot aléthèse. Mais on dira aussi qu'est aléthèse, qui est vrai. Non seulement ce qui n'est pas dissimulé, mais ce qui ne reçoit aucune addition et supplément, ce qui ne subit aucun mélange avec autre chose que lui-même, ce dont l'être non seulement n'est pas scellé et dissimulé, mais c'est aussi ce dont l'être n'est pas altéré par un élément qui lui serait étranger et qui ainsi altérerait et finirait bien en effet par dissimuler ce qu'il est en réalité. Troisième sens du mot aléthèse est aléthèse, ce qui est droit, eutus, direct. Cette rectitude s'oppose au détour, au repli, au détour et au repli qui justement dissimule. Cette rectitude, ce fait d'être eutus, pour ce qui est vrai, s'oppose également à la multiplicité et au mélange qui altère. De ce point de vue, que aléthèse soit droit, que l'alétheia, la vérité, soit aussi une rectitude, et au fond, dérive très directement du fait que la vérité est non dissimulée et que la vérité est sans multiplicité ni mélange. On dira donc tout naturellement qu'une conduite, une manière de faire sont aléthèses dans la mesure où ils sont droits, conformes à la rectitude, conformes à ce qu'il faut. Enfin, quatrième sens, quatrième valeur du terme aléthèse est aléthèse, ce qui existe et se maintient au-delà de tout changement. Tout ce qui se maintient dans l'identité, l'immutabilité et l'incorruptibilité. Cette vérité qui est non dissimulée, cette vérité qui est non mélangée, cette vérité qui est droite, par la même, par le fait qu'elle est sans détour, sans dissimulation, sans mélange et sans courbure ni perturbation, qu'elle est bien droite, c'est cela même qui fait qu'elle peut se maintenir telle qu'elle est dans son identité immuable et incorruptible. Bon, voilà très schématiquement 4 valeurs essentielles que l'on peut trouver ces termes d'aléthèse et d'alétheia. Vous comprenez alors que cette notion de vérité, avec ses différentes valeurs et son champ significatif réparti selon ces 4 axes. Là, cette notion de vérité, vous comprenez bien qu'elle est applicable à bien autre chose qu'à des propositions ou à des énoncés. Elle est cette notion de vérité comme étant le non dissimulé, le non mélangé, le droit et l'immobile, l'incorruptible. Cette notion de vérité, elle est applicable soit dans ces 4 significations, soit dans telle ou telle d'entre elles, à des manières d'être, à des manières de faire, à des manières de se conduire ou à des formes d'action. On l'applique d'ailleurs, cette notion de vérité, avec ses 4 sens, on l'applique au logos lui-même, au logos entendu non pas comme proposition ou comme énoncé, mais le logos entendu comme une manière de parler. Le logos aléthèse, ce n'est pas simplement un ensemble de propositions qui se trouvent être exactes et qui peuvent recevoir la valeur de vérité. Le logos aléthèse, c'est une manière de parler dans laquelle, premièrement, rien n'est dissimulé, deuxièmement, dans laquelle ni le faux, ni l'opinion, ni l'apparence ne viennent se mêler au vrai. Le logos aléthèse, l'aléthèse logos, c'est un discours droit, c'est un discours qui est conforme aux règles et à la loi,
Et enfin, l'alethèse logos, c'est aussi un discours qui reste le même, qui ne change pas, qui ne se corrompt ni ne s'altère, qui ne peut jamais être vaincu, ni renversé, ni réfuté. Bon. Le logos est donc alethèse en ce sens, mais vous comprenez aussi comment et pourquoi ces mêmes mots de alethèse et aletheia peuvent être appliqués à autre chose même qu'au logos. Et il y a au moins un domaine dans lequel l'application de ce qualificatif d'alethèse est important et a une grande importance. Il faut sans doute s'y arrêter un tout petit peu, au moins à titre d'invite pour y réfléchir, car cette qualification par la vérité aura à coup sûr une importance considérable dans la culture occidentale. C'est tout simplement la notion de alethèse eros, l'amour véritable. Le véritable amour. Notion étrange, notion singulière, notion capitale bien sûr dans la philosophie platonicienne, mais d'une façon générale dans l'éthique grecque. Ce véritable amour, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le véritable amour, je crois qu'on y retrouve très précisément les valeurs que je vous disais tout à l'heure. Le véritable amour, premièrement, c'est celui qui ne dissimule pas, et qui ne dissimule pas en deux sens. D'abord parce qu'il n'a rien à dissimuler. Le véritable amour n'a rien de honteux qui devrait être caché. Le véritable amour ne recherche pas l'ombre. Il accepte, et il est tel qu'il peut accepter de se manifester toujours devant témoin. C'est aussi un amour qui ne dissimule pas ses fins. Le véritable amour ne cherche pas à obtenir de celui qu'il aime quelque chose qu'il cacherait à ses yeux, mais qui serait son qu'il cacherait aux yeux de l'autre, mais qui serait son véritable objectif. Il est sans ruse, il est sans détour avec son partenaire. Il ne se dissimule pas aux yeux des témoins, il ne se dissimule pas non plus aux yeux de son partenaire. Le véritable amour est donc un amour sans dissimulation. Deuxièmement, le véritable amour, c'est un amour sans mélange. C'est-à-dire que c'est un amour sans mélange de plaisir et de déplaisir. C'est aussi un amour où ne se mêle pas le plaisir sensuel avec l'amitié et l'amitié des âmes. Et c'est donc, dans cette mesure-là, un amour qui est pur puisque sans mélange. Troisièmement, l'amour véritable, le véritable amour, l'alethèse eros, c'est l'amour dans lequel c'est un amour qui est conforme à ce qui est droit, à ce qui est juste. C'est un amour direct, obtus, qui n'a rien de contraire à la règle ou à la coutume. Et enfin, le véritable amour, c'est un amour qui n'est jamais soumis au changement ou au devenir. C'est un amour incorruptible qui demeure toujours le même. Si vous prenez la définition, la caractérisation, le portrait du véritable amour dans les textes socratiques et platoniciens, vous y retrouvez, je crois, très facilement ces quatre valeurs du mot alethèse, ces quatre valeurs de l'aletheia. Et je crois que cette définition du véritable amour peut permettre d'avancer dans la recherche de ce qui est la vie véritable, l'alethèse bios, qui constitue maintenant notre problème. Il n'est d'ailleurs pas tout à fait sans signification que le véritable amour ait été dans la philosophie platonicienne, mais qu'il sera aussi, vous le savez bien, dans tout un secteur, tout un domaine de la spiritualité et de la mystique chrétienne. Le véritable amour sera la forme par excellence de la vraie vie. Le vrai amour, la vraie vie sont deux choses qui, traditionnellement, depuis le platonisme, s'appartiennent l'un à l'autre, et le platonisme chrétien reprendra très largement ce thème. Bon, laissons ça, ça serait un domaine d'étude très intéressant et très vaste. Maintenant, arrivons à l'alethèse bios. L'alethèse bios, que je voudrais d'abord repérer en dehors même de son acception cynique et de la forme très paradoxale, très curieuse que l'alethèse bios a pris dans le cynisme. Telle qu'elle apparaît dans les textes philosophiques de l'époque classique, essentiellement chez Platon, mais vous pourriez en trouver au moins des rudiments moins intéressants, bien sûr, moins élaborés, chez Xénophon. Bon.
Prenons cette définition, en quelque sorte, je ne vais pas essayer de prendre la notion d'aléthès bios dans son élaboration philosophique ultime chez Platon, mais dans les significations aux vies courantes que l'on trouve dans les textes platoniciens, en dehors de toute élaboration philosophique bien particulière. Bon, eh bien, l'aléthès bios, c'est, premièrement, bien sûr, une vie non dissimulée, c'est-à-dire une vie qui ne recèle aucune part d'ombre, c'est une vie qui est telle qu'elle peut affronter la pleine lumière et se manifester sans réticence au regard de tous. Une manière d'être et de se conduire est donc vraie, et elle relève de la vraie vie si elle ne cache rien de ses intentions et de ses fins. Cette conception de la vraie vie, comme vie qui ne dissimule rien, vous en trouvez. Vous y trouvez une référence dans l'Hippias mineur au paragraphe 364 et 365 où il s'agit du fameux parallèle, la fameuse opposition si souvent reprise entre Ulysse et Achille. Le texte qui est cité à ce moment-là par Socrate est un texte de l'Iliade au chant 9 où Achille, s'adressant à Ulysse et l'appelant ingénieux Ulysse, Polymécané Ulysses, lui dit: il faut que je te dise mes intentions sans aucun détour, telles que je les réaliserai, telles que je sais qu'elles s'accompliront. Autant que les portes de l'Hadès, je déteste celui qui cache une chose dans son esprit et qui en dit une autre. Eh bien, à propos de ce dialogue, de cette interpellation d'Ulysse par Achille, Socrate commente et dit: eh bien, Ulysse, c'est l'homme qui est polytropotatos, c'est l'homme aux 1000 détours, c'est-à-dire à celui qui cache à ses partenaires ce qu'il a dans l'esprit et ce qu'il veut faire. Au contraire, Ulysse, qui vient de dire justement à l'ingénieuse Ulysse: eh bien, je te dirai mes intentions sans détour, telles que je les réaliserai, non seulement telles que je veux les réaliser, mais telles qu'effectivement je les réaliserai, telles que je sais qu'elles s'accompliront. Eh bien, Achille, par opposition à Ulysse, apparaît comme l'homme de la vérité, sans détour, entre ce qu'il pense et ce qu'il dit. Entre ce qu'il dit et ce qu'il veut faire, entre ce qu'il veut faire et ce qu'il fera effectivement, il n'y a aucune dissimulation, aucun détour, rien qui vienne dérober la réalité de ce qu'il pense et qui sera la réalité de ce qu'il fait. On est dans la pleine lumière, et c'est à propos de cet Achille que Socrate dit: voilà un homme qui est le plus simple et le plus vrai, aploustatos kai aléthestatos, le plus vrai, et aploustatos, le plus simple, le plus direct. Aplous, c'est celui qui est sans détour. La conjonction de aplous et d'aléthès, quand il s'agit de désigner un homme, un caractère, une existence, une forme de vie, est quelque chose d'assez fréquent. Vous le retrouvez d'ailleurs, ce couplage entre aplous et aléthès, vous le retrouvez dans La République, au livre 2, 382. Et cette fois, ce qui est caractérisé comme vérité, comme vie véritable, comme mode d'être véritable, c'est l'existence des dieux du Dieu dont La République dit: Dieu est quelque chose de simple et de vrai, aplum kai aléthès, sans détour et véritable. Donc, simple et vrai en action et en parole. Le Dieu ne change pas de lui-même et ne trompe pas les autres, ni par des actions, ni par des fantômes, ni par des discours, ni par des signes envoyés de lui dans la veille ou dans les rêves. Vous voyez par conséquent comment se caractérise ici cette simplicité qui est vérité d'existence, qui est vraie vie, pas de changement, mais pas de tromperie qui peuvent se produire par la déconnexion, le décalage entre ce qui arrive et puis les discours, les fantômes, les signes. Pas de tromperie. Deuxième valeur du mot aléthès bios, eh bien c'est une valeur qui correspond à ce que je vous disais tout à l'heure lorsque je vous disais que aléthès désignait ce qui est sans mélange. L'aléthès bios, chez Platon, apparaît comme étant la vie sans mélange. Sans mélange de bien et de mal,
sans mélange de plaisir et de souffrance, sans mélange de vice et de vertu. Une vie vraie est une vie qui ne peut pas être bigarrée. Et c'est cette fameuse bigarrure de la partie concupiscible de l'âme ou de sa partie irascible. Bigarrure des cités démocratiques ou de l'âme ou des cités tyranniques, où tous les désirs ont leur place dans leur violence et dans leur singularité. Toute cette bigarrure est précisément ce qui empêche de mener la vraie vie. Que l'homme bigarré, que l'homme en proie à la multiplicité de ses désirs, de ses appétits et des mouvements de son âme, que cet homme-là ne soit pas capable de vérité, c'est très exactement ce qui est dit dans la République au livre 8, 561b, où il s'agit de la description de l'homme démocratique. L'homme démocratique, comment est-ce que Platon le décrit? Il établit entre les plaisirs une sorte d'égalité. L'homme démocratique vit en livrant le commandement de son âme au premier des plaisirs qui se présentent, jusqu'à ce qu'il en soit rassasié, puis il s'abandonne à un autre, il traite tous les plaisirs sur le pied d'égalité. Aujourd'hui, il s'enivre au son de la flûte, demain il boit de l'eau et il s'amaigrit. Tantôt il s'exerce au gymnase, tantôt il est oisif et ne se soucie de rien. Quelquefois, on le croirait plongé dans la philosophie, mais souvent, il devient homme d'État et, bondissant à la tribune, il dit et fait tout ce qui lui passe par la tête. Cette vie la vie heureuse que les hommes ont pu mener dans l'Atlantide, il est venu un moment où le lot, la part qui avait été donné aux hommes de l'Atlantide par les dieux, ce lot s'est trouvé mélangé avec beaucoup d'éléments mortels. Ce mélange entre le lot divin qui caractérisait la vie, la vraie vie des hommes de l'Atlantide avec ces éléments mortels, c'est cela qui a fait qu'ils ont été déchus de quoi? Eh bien, dit Platon, de la vie véritable, du bonheur qui est le sien et de la beauté qui l'accompagne. Dès lors que la vie est mélangée, ce n'est plus la véritable vie. Troisièmement, la vraie vie est chez Platon une vie qui est droite, eutus, selon la caractérisation de la vérité comme rectitude et du vrai comme ce qui est droit. La vraie vie est une vie droite, c'est-à-dire une vie qui est conforme aux principes, aux règles et aux namos. Préférence aux lettres 7 en 367b. Dans cette fameuse lettre 7, vous le savez, Platon raconte comment il a été amené à se rendre en Sicile, sur les sollicitations de Dion, comment il a hésité à accepter cette invitation, mais il s'est laissé convaincre lorsque il s'est aperçu que Dion avait si facilement accepté ses principes et modelé sa vie selon les règles que Platon lui avait données, et cette conversion de Dion à la philosophie, en tout cas la formation qu'il avait reçue, permettait à Platon d'espérer qu'à travers Dion, ce serait toute la cité de Syracuse et peut-être toute la Sicile qui accepterait de se ranger sous ces formes de loi, et à ce moment-là, dit-il, c'était un espoir pour tout le monde d'avoir une alétinos bios, une vie véritable. La vie véritable qui est ainsi la promesse que Platon fait aux Siciliens, ou plutôt l'espoir qu'il avait lorsqu'il est allé en Sicile, cette alétinos bios, c'est la vie selon les règles mêmes que Platon propose, les règles que la philosophie peut proposer aux hommes, non seulement dans leur vie individuelle, comme c'est le cas de Dion, mais aussi dans leur vie sociale, dans leur vie publique, dans leur vie politique. Ce sont les lois que Platon veut, et l'ordre politique que Platon veut proposer aux Siciliens et aux Syracusains. On peut d'ailleurs rapprocher ce passage d'un autre qui se trouve dans le Gorgias, où on trouve également cette notion de vie véritable. C'est en 525d, 526, et tout à fait à la fin, lorsque Platon est en train d'évoquer le jugement des âmes.
dans ce mythe du Gorgias. On voit donc les âmes qui, après leur mort, viennent se présenter à ceux qui doivent être ses juges, et en particulier à Rhadamante. Et Socrate dit que Rhadamante juge des âmes, Rhadamante, le juge des enfers, aura sans doute affaire, et il rencontrera venant à lui des âmes qui sont l'âme des grands rois. Eh bien, par ces grandes âmes, par ces âmes des grands rois, Rhadamante ne se laissera pas impressionner, car il verra tout de suite que, dans ces âmes, il n'y a pas une seule partie de saine, seule partie qui soit saine, que tout y est déformé par le mensonge, par la vanité et par l'imposture, que rien n'y est droit, Eutus, et que rien n'y est droit, pourquoi? Parce que cette âme a vécu sans la vérité, aléthéias. La licence, la mollesse, l'orgueil, l'intempérance de sa conduite l'ont rempli de désordre et de laideur. Âme par conséquent plurielle, âme bigarrée, âme traversée de désir, de licence, de mollesse, etc., âme sans vérité. Et par conséquent, Rhadamante enverra ces âmes subir la punition qu'elles méritent. Mais il arrive aussi, continue Socrate, que Rhadamante découvre des âmes qui sont d'un tout autre type. Des âmes qui sont les âmes soit de philosophes, soit même éventuellement de citoyens ordinaires, de citoyens comme les autres. Mais que ce soit l'âme d'un philosophe ou que ce soit l'âme de quelqu'un comme tout le monde, ces âmes-là ont vécu saintement, osios. Et elles ont vécu saintement, net aléthéias, avec vérité, dans un rapport à la vérité, sans se vouer à des agitations stériles. Alors, Rhadamante, devant ces âmes qui ont vécu net aléthéias avec la vérité, eh bien, Rhadamante admire la beauté de ces âmes et les envoie dans les îles bienheureuses. D'où, à la fin de cette évocation des deux destins opposés, des âmes qui les unes sont punies parce qu'elles ont été sans vérité et les autres qui sont récompensées et envoyées au bonheur éternel parce qu'elles ont vécu avec la vérité, à la suite de cela, résolution de Socrate, je veux, dit-il, m'efforcer par la recherche de la vérité de me rendre aussi parfait que possible dans la vie et dans la mort. La vie avec vérité est donc, vous le voyez, la vie droite. Enfin, quatrième signification, quatrième valeur du mot, de l'expression bios aléthès ou alétinos bios chez Platon, cette vie vraie, c'est une vie qui échappe à la perturbation, qui échappe au changement, qui échappe à la corruption et à la chute, et qui se maintient sans modification dans l'identité de son être. Et c'est cette identité de la vie par rapport à elle-même qui l'a fait échapper à tout élément d'altération, lui assure d'une part une liberté entendue comme indépendance, comme non-dépendance, non-esclavage à l'égard de tout ce qui pourrait la soumettre à la domination et à la maîtrise, et qui lui assure en revanche le bonheur, le daimonia, entendu comme maîtrise de soi sur soi et comme jouissance de soi par soi. Cette vraie vie, comme vie de maîtrise parfaite et de bonheur complet, cette vraie vie, c'est celle qui est évoquée, vous vous souvenez, on l'a vu tout à l'heure dans le Chrysias, lorsque on évoquait la vie des habitants de l'Atlantide, qui, avant que les éléments mortels ne viennent se mêler à eux, menaient une vie vraie et bienheureuse. La vérité de la vie, c'est son bonheur parfait, et c'est de la même façon, c'est dans des valeurs assez analogues, que vous voyez dans le Théétète, en 174c, 176a, tout un passage bien connu, où Platon, vous le savez, décrit la vie affairée, tumultueuse et sans loisir de tous ceux qui sont familiers avec tous les problèmes de l'existence pratique, savent parfaitement s'y débrouiller, mais ils passent tout leur temps. Et en face de cela, il évoque eh bien, la vie de tous ceux qui, pour contempler, parce qu'ils contemplent la vérité vraie, sont maladroits et ridicules dans les activités courantes et suscitent jusqu'au rire des servants de passe. Mais ces gens-là, qui sont si maladroits dans la vie de tous les jours, ceux-là sont capables, dit le texte, de s'adapter à l'harmonie des discours pour dignement chanter la vraie vie, bion aléthè, la vraie vie que vivent les dieux et les hommes bienheureux.
la vraie vie, c'est donc la vie divine et la vie bienheureuse. Bon. Voilà, si vous voulez, très, très schématiquement, encore une fois, sans chercher d'élaboration philosophique plus précise, comme, si vous voulez, background pour l'analyse que je voudrais faire maintenant, les significations que vous reconnaissez à la notion de véritable vie, d'aletheis bios. Bon. Eh bien, je crois que ce qu'il faut maintenant saisir, et je vais juste commencer et je développerai ça la prochaine fois, c'est de savoir comment le cynisme a joué sur cette notion de aletheis bios. Au tout début de la vie de Diogène, racontée par Diogène d'Athènes, il y a un épisode qui est important, qui est une série d'épisodes ou d'allusions qui sont importants. D'abord, l'allusion au fait que Diogène était le fils d'un changeur, d'un banquier, de quelqu'un qui avait à manipuler les pièces de monnaie et à les échanger les unes contre les autres. Référence au fait que ça serait à la suite d'une malversation, à vrai dire d'une activité de faux monnayage, que Diogène ou son père auraient été exilés du Sinope d'où ils étaient originaires et où ils vivaient. Enfin, troisième référence à ce problème de la monnaie, c'est le même Diogène, exilé donc de Sinope, se rendant à Olympie et demandant au dieu, demandant à Apollon de lui donner un conseil et un avis. Et le conseil d'Apollon aurait été de falsifier la monnaie ou de changer la valeur de la monnaie. Ce principe, change la valeur de la monnaie, a été utilisé régulièrement dans la tradition cynique à deux fins. Premièrement, équilibrer, rapprocher, établir une symétrie entre Socrate et Diogène. Tout comme Socrate avait reçu du dieu d'Olympie. Mais qu'est-ce que je dis Olympie? Mais tu sais, c'est Delphes. Ça fait deux ou trois fois que je dis Olympie, c'est Delphes. Tout comme Socrate avait du dieu de Delphes obtenu cette prophétie, cette indication, cette assignation de rôle, qu'il était le plus savant des hommes, de la même façon. Diogène, se rendant à Delphes et demandant au dieu ce qu'il en était de lui-même, obtient cette réponse qui changeait la valeur de la monnaie, altérer la valeur de la monnaie. Socrate et Diogène se trouvent donc l'un et l'autre avoir reçu une mission. Et cette symétrie, cette proximité de Socrate et de Diogène, elle va être maintenue tout au long de la tradition cynique, et dans les textes que Julien écrira au IIIe siècle contre les cyniques, dans ces textes, et en faveur du vrai cynisme, dans ces textes, Julien, qui parle avec énormément de respect de Diogène, ne manque jamais de parler à la fois de Socrate et de Diogène, de l'un qui avait écouté la parole du dieu de Delphes, qui se savait le plus savant des hommes et qui cherchait à se connaître lui-même, et puis l'autre qui avait reçu du dieu de Delphes une autre mission bien différente, qui était celle de changer la valeur de la monnaie. Donc, symétrie entre ces deux personnages. Mais la seconde signification de cet impératif, elle est évidemment beaucoup plus difficile à repérer. C'est qu'est-ce que veut dire altérer la valeur de la monnaie? Para karatein, top nomisma. Alors, si vous voulez, c'est là-dessus que j'essaierai autour de ce thème que j'essaierai de développer le problème de la vie cynique et de la vraie vie cynique la prochaine fois. En tout cas, je voudrais simplement vous indiquer maintenant ceci. C'est qu'autour de ce thème de changer la valeur de la monnaie, altérer la valeur de la monnaie, premièrement, il faut faire valoir le rapprochement qu'il y a, et que le mot même indique, entre monnaie et coutume, ou règle, ou loi. Nomisma, nomos. Nomisma, c'est la monnaie, nomos, c'est la loi. Changer la valeur de la monnaie, c'est aussi prendre une certaine attitude à l'égard de ce qui est convention, ce qui est règle, ce qui est loi. Deuxièmement,
cette notion de paracaraxis, le paracaractène, le changer, altérer, ne signifie pas d'évaluer la monnaie, enfin peut avoir le sens négatif d'altérer une pièce de monnaie pour qu'elle perde de sa valeur, mais ça veut dire essentiellement, et surtout, et je pense que ça veut dire ici, à partir d'une certaine pièce de monnaie qui porte une certaine effigie, effacer cette effigie qui s'y trouve et la remplacer par une effigie qui représentera beaucoup, mais qui lui permettra à cette pièce de monnaie de circuler avec sa vraie valeur. Que la pièce de monnaie ne trompe pas sur sa vraie valeur et qu'on lui restitue la valeur qui est la sienne en lui imposant une autre effigie, une effigie meilleure et plus adéquate. C'est cela qui est, je pense, défini par ce principe cynique si important de changer, d'altérer, de changer la valeur de la monnaie. Et il me semble, c'est là-dessus que je terminerai, que j'enchaînerai la prochaine fois, il me semble que ce dont il s'agit dans le cynisme à propos de la vraie vie, c'est de prendre en effet cette monnaie, cette pièce de monnaie qui est celle de l'aletes bios, de la reprendre au plus près de la signification traditionnelle qu'elle a reçue, et on verra que de ce point de vue-là, les cyniques ne changent pas en quelque sorte le métal même de cette pièce de monnaie, mais ils vont en modifier l'effigie, et ils vont faire apparaître, à partir de ces mêmes principes de la vraie vie, de la vie qui doit être non dissimulée, de la vie qui doit être non mélangée, de la vie qui doit être droite et de la vie qui doit être stable, incorruptible et heureuse, ils vont faire apparaître, simplement par passage à la limite, sans rupture, simplement en poussant ces thèmes jusqu'à leur point extrême, ils vont faire apparaître une vie qui est précisément le contraire même de cela qui était reconnu traditionnellement dans la vraie vie. Reprendre la pièce de monnaie, changer l'effigie et en quelque sorte faire grimacer le thème de la vraie vie. Le cynisme comme grimace de la vraie vie, comme manière pour les cyniques d'avoir fait grimacer le thème traditionnel dans la philosophie de la vraie vie, c'est, je crois, cela qu'ils ont essayé de faire, et plutôt que de voir dans le cynisme une philosophie de rupture, une philosophie qui, parce qu'elle serait populaire ou parce qu'elle n'aurait jamais reçu droit de citer dans le consensus, dans la communauté philosophique cultivée, serait une philosophie de rupture, plutôt que de voir ainsi le cynisme, je crois qu'il faudrait plutôt voir le cynisme comme une sorte de passage à des limites, une sorte d'extrapolation plutôt que d'extériorité, une sorte d'extrapolation des thèmes de la vraie vie et d'un retournement de ces thèmes de la vraie vie dans une sorte de figure à la fois conforme au modèle et pourtant grimaçante de la vraie vie. Il s'agit beaucoup plus, si vous voulez, d'une sorte de continuité carnavalesque du thème de la vraie vie que d'une rupture par rapport aux valeurs reçues dans la philosophie classique quand il s'agissait de la vraie vie. Bon, alors pardonnez, j'étais loin de remplir mon contrat et de vous dire ce que je vais vous dire cette fois. J'essaierai de terminer la prochaine fois avec le cynisme.